Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Au sommaire aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle du temps, reprendre en main son temps et reprendre la main sur son temps. On va en parler avec Drifa Choulet, elle est coach, fondatrice du cabinet Le Premier Jour, elle va nous donner quelques conseils pratiques. Le livre de Smart Job, Achetez-moi, comment tout vendre et se vendre, écrit par Jean-Pascal Mollet, il vient souvent sur notre plateau, coach en vente conseil et il est l'auteur de ce livre, il nous donnera lui aussi quelques petits trucs et ça ne concerne pas uniquement d'ailleurs les commerciaux, on en parlera avec lui dans le livre de Smart Job. Le cercle RH et les experts de Smart Job pour cette dernière émission de la saison avec le projet de loi pouvoir d'achat, avec des débats autour de la défiscalisation des heures supplémentaires. On parlera aussi des galères de recrutement des TPE, PME, ça c'est une note sortie par la CGPME, puis on parlera du spectre de la grande démission, cette grande démission qui serait en train d'arriver en France, mais plus largement en Europe. Voilà les thèmes. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera du gaming. On en parle beaucoup sur ce plateau, qui est un secteur méconnu, mais qui crée beaucoup d'emplois. On fera le point avec Gilles Sénac, il est Business Development Manager chez HyperX. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job et on va prendre son temps. Bien dans son job et j'ai envie de dire bien dans son emploi du temps, dans son organisation de vie et on en parle justement avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa, Bonjour, executive coach, fondatrice du cabinet Le Premier Jour. Vous venez assez régulièrement nous apporter votre expertise, votre regard. C'est quoi votre idée à travers cette idée de reprendre en main à la fois son agenda? C'est de prendre le temps, c'est de séparer l'essentiel du futile? Mon idée, c'est de provoquer une prise de conscience de ce joker qu'on utilise tous assez souvent, que mes clients utilisent assez souvent, qui est de dire je ne peux pas, je ne sais pas, par exemple, manager mon équipe, je ne peux pas accorder du temps à mon équipe, je ne peux pas faire du sport, je ne peux pas faire ceci ou cela, parce que je n'ai pas le temps. Donc l'idée, c'est de cette prise de conscience et de se dire qu'on a une part de libre arbitre, peut-être de rôle à jouer plus actif dans ce rapport au temps en entreprise. Alors, ça veut dire quoi? C'est une forme de résignation, finalement la machine n'avance pas quand on dit ça? La machine n'avance pas et c'est effectivement un petit peu le hamster dans sa roue. Si à aucun moment personne ne vient arrêter la roue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à tourner. Donc effectivement, c'est d'aller contre cette résignation et se dire que bien sûr, on est sursollicité, surdemandé, surengagé, mais qu'il y a une part d'action que chacun peut prendre individuellement pour un meilleur fonctionnement collectif. Mais c'est assez concret parce que ceux qui nous regardent le disent et nous-mêmes on le dit. C'est-à-dire qu'on est tous prisonniers de cette phrase « j'ai pas le temps, j'ai le temps de rien ». Qu'est-ce qu'on risque à ne pas se remettre en question? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on risque si on n'écoute pas les conseils de Drifa Choulet et de quelques autres? Je voudrais revenir peut-être juste un petit peu en arrière. Les anglo-saxons ont un terme que j'aime beaucoup, je ne trouve pas forcément l'équivalent français, qui est le business. Le fait d'être d'une certaine manière valorisé par le fait d'être occupé, voire suroccupé. Or, ça donne du pouvoir. Une forme de pouvoir. C'est effectivement une croyance qu'il est important de démonter parce que cette suroccupation, qu'elle soit réelle ou pas, est en fait porteuse d'assez peu de recul et au final d'un fonctionnement qui peut être délétère d'abord pour la personne, au plan psychique, au plan physique, au plan de la performance, mais également pour les organisations en fait. Juste d'un mot, parce qu'on va quand même, vous allez nous donner quelques conseils pratiques, parce qu'il y a quand même des choses à faire très concrètes. Absolument. Et je pense que vous accompagnez vos clients là-dessus. C'est assez compliqué. On ne sait jamais si c'est l'organisation qui nous écrase ou effectivement si c'est nous-mêmes qui nous créons finalement d'une forme effectivement, on est dans la petite roue et on tourne tout seul. C'est quoi? C'est l'organisation, vous qui avez un peu de recul? C'est nos modèles, c'est les process, c'est tout ce qu'on nous oblige à faire ou c'est nous-mêmes qui sommes prisonniers de cette espèce de phrase terrible? Moi, je suis assez fan de l'art de la nuance et je crois qu'il y a un peu des deux. Ouais. Il y a évidemment des organisations qui, encore plus lorsqu'elles sont très grosses, ont une forme d'inertie et exercent une forme de poids. Mais il y a également ce que chacun d'entre nous, chacun dans l'entreprise peut être amené à faire. Je vais vous donner un exemple. J'ai un certain nombre de clients qui me disent « Tu vois, j'ai 3 réunions en même temps dans mon agenda. » Évidemment, je sais que je ne vais pouvoir en assister qu'à une seule. Et le fait de les avoir dans l'agenda on fait qu'un repas le midi. A priori. Le fait d'en avoir 3 dans mon agenda me stresse. Et la question que je pose, c'est mais pourquoi n'en refuses-tu pas 2 qui vont disparaître de ton agenda?
Vous voyez, ça commence. Parce qu'il les ça a en commence fait comme sur le. Mais donc là, vous soulevez un point très intéressant, c'est la gestion des agendas. Parce qu'on découvre des décideurs qui, pour le coup, ont des collaborateurs ou trices qui gèrent leurs agendas, et on s'aperçoit que c'est même plus eux qui ont la main sur leur agenda. Absolument. Mais ça Donc, crée d'ailleurs. c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Voire, il y a même des situations pires que celle-là. C'est qu'en fait, on peut, avec les agendas partagés, je pourrais voir votre agenda si vous le partagez avec moi. Et donc, je pourrais vous coller des réunions dans tous les créneaux qui seraient libres dans votre agenda. Et là aussi, il y a une part de perte de contrôle. Non, mais c'est un vrai sujet de macro, parce que s'il faut que la collaboratrice qui travaille avec le décideur ait elle aussi une finesse, un équilibre de vie qui fasse qu'elle ne lui colle pas tous les quarts d'heure des rendez-vous, qui fasse qu'à la fin de la journée, il n'a rien vu, il n'a même pas eu le temps de manger, quoi. Absolument. C'est ça le vrai danger. Hein. Et oui, certains dirigeants qui ont un peu plus, je dirais, la finesse de cette situation, gèrent effectivement leur agenda, typiquement en se bloquant des plages de réflexion, par exemple. Ouais, c'est ça, il n'y a rien. À ce moment-là, à leur assistante ou à eux-mêmes, je ne déroge pas à ce temps qui est un temps de réflexion sur le temps long, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Vous nous avez dit déjà éliminer 2 rendez-vous qui sont à la même heure, oui, et consacrer son temps bien concentré à celui qui est le plus important, qui est le plus urgent peut-être, je ne sais pas. Important. Je crois qu'il importe de distinguer l'urgent de l'important. C'est le président Eisenhower qui disait que ce qui est urgent est rarement important, et inversement. Et donc effectivement, c'est un axe de réflexion très intéressant de prendre par exemple sa liste de tâches et de se dire là-dedans qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, à quoi est-ce que je dois me consacrer et comment, typiquement l'important, le temps long notamment, comment est-ce que j'y consacre du temps par exemple. En fait, pour répondre à votre question Arnaud, moi ce que je fais faire à mes clients très régulièrement, c'est une analyse de leur agenda. Je leur fais sortir leur agenda sur les 3-4 semaines écoulées. Intéressant. Et je leur demande, alors, voilà, qu'aurais-tu dégagé? Cette réunion, tu étais vraiment obligé d'y être? Le point individuel que tu as fait sauter avec tes collaborateurs? Celui-ci, il fallait le faire? Celui-ci, il fallait le faire. Et ensuite, je leur demande de prendre leur agenda sur les 3-4 semaines à venir et de planifier des plages de focus time, de sport, de points individuels, en donnant de la place à ce qui est vraiment important en fait. Ce que vous nous dites, enfin ce que vous leur dites d'ailleurs à vos clients, c'est finalement de ne pas subir. C'est ça l'enjeu, c'est de se réapproprier non seulement son temps, mais d'abord ça passe par son agenda. Oui. C'est ne pas subir. C'est ne pas subir. Et d'éliminer. Quand même, est-ce que l'être humain, on a un petit peu de recul, est-ce qu'il ne va pas à la facilité quand même? Après tout, il se dit un entretien individuel, c'est pas si simple parce que ça demande de l'engagement, ça demande en même temps une réunion un peu collective où je peux quand même m'asseoir assez tranquillement et un peu regarder les mouches voler. Je synthétise, c'est confortable. Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail sur soi-même à mener? Oui, tout à fait. Mais vous avez tout à fait raison que certaines discussions individuelles, qui ne vont pas forcément toujours être très agréables et être plus engageantes, oui. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, quand on est décideur, on est manager, ça fait partie du job. On est d'accord. Et ça fait partie de mon job que de dire justement ce genre de choses. Donc, par où commencer? Parce que ça, c'est un élément important avant de nous quitter. Vous nous dites, moi, je leur fais dérouler leur agenda et ensuite, on raye des choses. Puis après, il faut le mettre en pratique. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous revérifiez quand même, j'imagine, avec un petit temps de passage en disant, tiens, on va regarder où vous en êtes. Parce que c'est bien beau de le dire à sa coach. Puis c'est peut-être parfois plus difficile de le faire en vrai, non? Bien sûr, complètement. C'est vraiment une discipline à avoir. Mais c'est de se dire finalement, voilà, ce temps de focus time que j'ai pris, par exemple, où je suis allée réfléchir à mon plan stratégique, éventuellement dans un endroit sympa, qui ne soit pas le bureau, qui ne soit pas chez moi. Finalement, c'était pas mal en fait. J'ai avancé. Et c'est comme ça que ces prises de conscience dont je vous parlais au début se créent et permettent de créer l'habitude. Alors, ça c'est important parce qu'on va terminer avec les vacances. Oui, c'est la dernière émission de la saison, on a fait une très très belle saison. Vous faisiez partie des invités qui sont venus régulièrement ici. Comment on utilise les vacances à venir? Parce qu'il y a 1000 écoles. Il y a ceux qui débranchent, il y a ceux qui ne débranchent jamais. Il y a toujours les 2 téléphones ouverts, on continue à travailler. Enfin, c'est quoi les conseils que vous nous donnez là avant de partir? Alors moi, je suis une fervente partisane d'une déconnexion, mais d'une déconnexion intelligente. Par exemple, sur ce sujet du temps, d'apprécier des plages de temps non planifiées, justement. Pour peut-être aussi, vous savez, Arnaud, vaincre un peu cette angoisse que peuvent avoir certains du vide. Oui, bien sûr. Et de se dire, finalement, ce temps où je ne vais rien faire, on sait que le cerveau continue à travailler en arrière-plan. Et qu'à la rentrée, on viendra à la fois recharger
et probablement plein de nouvelles idées. Donc ça veut dire qu'il faut se laisser aller, pour le dire simplement. On peut laisser le téléphone de côté. Faites partie de ceux qui disent on a le droit de le regarder pour essayer de se fixer des règles le soir quand même pour regarder ses mails. Oui. Vous autorisez ça, Drifa Choulet? Parce que certains sont en train de ranger le téléphone là. Non, alors moi j'autorise à faire comme on le sent. Autrement dit, si notre instinct nous dit j'ai pas du tout envie de le regarder, c'est OK. Pas. Et que si à contrario on se rend malade parce qu'on se dit que peut-être on a loupé quelque chose, ne nous l'interdisons pas en fait. Est-ce qu'il faut aussi organiser des plages horaires? Ça, c'est un sujet que posent souvent les managers et femmes dirigeantes, d'organiser des plages horaires de déjeuner avec ses enfants lorsqu'on a l'âge de déjeuner avec eux. Parce que c'est vrai que c'est souvent un moment très particulier et privilégié. Et les enfants le réclament. Et parfois, bon, j'ai pas le temps, je peux pas, je suis prise. Est-ce que ça, c'est un truc à sanctuariser aussi? Alors c'est quelque chose à sanctuariser d'une manière ou d'une autre pour les mamans et les papas. Et les je papas, précise, absolument. que ça soit un déjeuner ou de s'autoriser à aller simplement chercher son enfant à l'école à 4 heures quand on est en télétravail, quitte à retravailler après. Oui, c'est important et ça fait partie, en tout cas quand on est parent et qu'on a envie d'investir ce rôle, des choses qu'il est important de s'autoriser en fait justement. Donc ça veut dire que le conseil que vous donnez, c'est de prendre son agenda et de s'autoriser des choses, de ne pas se censurer, de se dire c'est pas bien que j'aille faire du sport à 17h. Il faut à un moment donné trouver cet équilibre. Je crois qu'il est important de l'assumer pour une performance que j'appellerais durable en fait. C'est ça, pour pouvoir durer dans le temps. Sinon, on se crame. Sinon, on se crame. Merci Drifa Choulet d'être venue nous rendre visite. Je vous souhaite de belles vacances. Ne sortez pas trop votre téléphone. Promis. Attention, on vérifiera à la rentrée. Merci en tout cas d'être venu si régulièrement sur notre plateau. C'était un vrai plaisir. Votre agence, enfin votre entreprise de conseil et de coaching le premier jour. Merci beaucoup. Et on enchaîne évidemment, comme chaque vendredi, avec le livre de Smart Job. Alors on va parler de vente, de se vendre d'ailleurs soi-même. On en parle, c'est tout de suite. Le livre de Smart Job. On parle de vente, de se vendre et de vente. Achetez-moi, comment tout vendre et se vendre. Les éditions du coach et l'auteur de ce livre, Jean-Pascal Mollet, que vous connaissez, qui vient régulièrement sur notre plateau et que je salue. Je suis très heureux de l'accueillir. Coach de vente conseil, je l'ai bien dit, on est bien d'accord ? Tout à fait. Parce que je vois sourire, vous m'avez repris tout à l'heure. Ce livre, c'est intéressant parce que, d'abord, ça vous correspond quand même, parce que il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour, il y a quelques petites choses drôles parce que voilà, vous adressez à un public assez large, mais d'abord aux commerciaux. Mais ce qui est intéressant quand on lit votre livre, c'est qu'il s'adresse aux commerciaux, bien sûr, mais pas seulement. Eh oui. Il y a des choses très intéressantes dans ce que vous décrivez. Pourquoi vous avez voulu mettre dans un livre finalement ce que vous développez dans des conférences? C'est ça l'idée, c'est ce que vous présentez à l'oral que vous avez mis dans ce livre. C'était quoi l'idée quand vous vous êtes mis devant l'ordinateur? L'idée, c'est la demande des participants à mes formations ou de mes conférences qui disent qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme livre? Alors j'en ai évidemment en tête et des très intéressants, mais pas forcément qui collaient au message que moi je pouvais passer. Donc je me suis dit à un moment donné, je vais écrire mon propre livre où les gens vont retrouver ma patte. Alors, vous réévoquez ce qu'on avait fait la première fois où vous êtes venu, les caractères, les différents types. La méthode des couleurs. La méthode des couleurs, les jaunes, les bleus, et vous en avez d'ailleurs fait des vidéos. C'est quoi un bon vendeur? C'est quoi ses attributs? Qu'est-ce qui fait que vous dites, lui, c'est un bon vendeur? Alors déjà, au-delà de répondre à votre question, c'est que ce livre, il s'adresse effectivement à toutes les personnes qui ont quelque chose à vendre, et notamment si on veut se faire recruter. Parce que c'est vrai que pour moi, le recrutement, c'est aussi savoir se vendre, et avec les mêmes méthodes qu'un bon vendeur. Et donc, un bon vendeur, alors, il lui faut plein de qualités, des qualités d'adaptation. C'est pour ça que l'introduction se fait par la méthode des couleurs. Moi, j'ai toujours qu'un client ou un recruteur, il doit vous acheter vous avant d'acheter quoi que ce soit. Et s'il n'achète pas cette relation, il n'ira pas plus loin. Il faut tout de suite donner confiance. Donc ça se travaille avec la méthode DISC. Et puis après, un bon vendeur, il sait se préparer, il sait se mettre en condition. L'importance de tout ce qu'on fait avant le rendez-vous, c'est super important. Ça, c'est très important ce que vous dites, ça. L'amont. Eh oui. Tout ce qu'on fait avant. C'est pas pendant le temps de jeu. C'est tout ce qu'on a préparé. C'est quoi? C'est l'environnement, le profil de celui qu'on va rencontrer, le profil de la boîte. C'est quoi les éléments concrets? C'est ça. Alors souvent, moi, en formation, je cite une citation d'Arthur Ashe, qui était un ancien joueur de tennis, qui disait une des clés du succès, c'est la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Au plus on est prêt, forcément, au plus on est serein pendant son entretien. Donc, c'est se renseigner sur les réseaux sociaux, c'est se préparer physiquement, c'est peut-être apprendre à bien respirer avant, enfin voilà, s'enlever tout le stress, évidemment. Et donc, un bon vendeur,
il a ça, il sait poser les bonnes questions, il s'entraîne au questionnement ouvert, à la reformulation, à l'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active, mais comme un bon journaliste. Ouais, vous faites la liste d'ailleurs, toutes les questions possibles, ouvertes, fermées. J'essaie d'en mettre un maximum. Il y a un danger, parce que vous évoquez quand même l'idée des questions fermées dans votre livre, vous en citez quelques-unes. Dangereux ou pas? On attaque par des fermées, parce que ça dépend ce qu'on cherche, c'est ce que vous dites. Une fermée, ça peut être utile parfois. Alors évidemment, on a besoin des questions fermées, mais qui arriveront beaucoup plus à la fin de l'entretien. Pour le oui ou pour le non. Closer, c'est oui ou non. Mais quand je veux apprendre à connaître la personne en face de moi et lui proposer quelque chose ou lui vendre quelque chose, il vaut mieux la faire parler et donc lui poser des questions ouvertes. Un journaliste, s'il pose que des questions fermées, il aura des oui et des non. Il n'aura pas beaucoup d'informations, comme un médecin. Voilà, donc en fait, on est dans cette dimension-là. Vous donnez aussi être différent au premier contact. Ça, je trouve ça aussi intéressant parce que c'est aussi savoir se distinguer sans non plus abrutir la personne de mots. C'est quoi la subtilité? Ça se joue dans le regard, ça se joue dans le timbre de la voix, ça se joue dans le langage non verbal. Et dans le recrutement aussi, d'ailleurs, hein, c'est important. Évidemment, on sait qu'un recruteur, déjà dans les 5 premières minutes, il sait déjà, sans poursuivre l'entretien, s'il y a des chances de travailler avec la personne ou pas. Donc là, la méthode des couleurs est importante. Et puis après, dans ce qu'on trouve dans le livre, c'est 4 méthodes un peu différentes pour se présenter. Notamment, moi, une méthode que j'aime bien et que j'utilise un petit peu partout, c'est la méthode de l'analogie. C'est être capable d'expliquer son métier à travers une image. Moi, je dis par exemple que je suis un magicien, que je fais apparaître les clients et disparaître les objections. C'est ce qu'on trouve aussi sur mon profil LinkedIn. Mais voilà, c'est forcément être marquant plutôt que de parler de la pluie et du beau temps et de la circulation comme bison futé, quoi. Exemple de formulation, aujourd'hui mon métier c'est d'être votre GPS et de vous faire choisir le bon emplacement, les bons matériaux, la bonne disposition en vous facilitant le chemin pour arriver rapidement à destination, votre future maison. Pour un agent immobilier par exemple. C'est vrai qu'on a plutôt envie de l'acheter l'appart. Il faut quand même se méfier de la formule toute faite parce que le type qui va lire votre livre et qui ne va pas le mettre, l'adapter à sa sauce, ça fait un peu plaqué. Évidemment. Il faut faire très attention à ça. On sent que c'est un message un peu répété. Il y a un danger. L'interlocuteur le voit assez vite, ça. Oui, alors oui et non, parce que c'est un peu comme dans le théâtre. C'est-à-dire que les bons acteurs, on n'a pas l'impression qu'ils ont appris un texte, comme ceux qui font du one-man show ou du stand-up. On dit, tiens, ils improvisent, mais en fait, il y a 90 ou 95% des choses. Énorme boulot, ouais. Alors, donc, c'est justement donner l'impression que tout cela est naturel. Et c'est du travail et l'entraînement. Il y a une chose intéressante, alors qui touche les journalistes, parce que ça fait écho évidemment à notre travail quand on fait des enquêtes, mais vous parlez aussi de la difficulté d'accéder à l'interlocuteur à qui on veut parler. Alors là, c'est vraiment la prospection. Prospect, hein, c'est les prospects, c'est les commerciaux qui vont chercher le client. Et ils veulent parler à Gilles Dubois, mais simplement, il y a évidemment le Cerbère. Alors là, vous donnez toutes les clés possibles. On sent que c'est du vécu, ça, oui, Jean-Pascal. Alors moi, je l'ai fait moi-même, mais aussi, je coach beaucoup de commerciaux qui ont des appels comme ça, des appels sortants à effectuer. Et ça, c'est dur. Oui, alors c'est dur, mais ça fonctionne toujours, évidemment. C'est du temps, c'est de l'énergie, et c'est vrai qu'il y a des techniques qui fonctionnent mieux que d'autres. Ouais, sans spoiler votre livre, vous donnez 2-3 petits trucs, parce que vous faites style. On appelle la collaboratrice qui bloque, et vous faites croire en fait que vous le connaissez bien, et que vous deviez le rappeler, et on l'appelle par son prénom. C'est ça. Et sans citer son nom. Oui, alors oui. Je voudrais parler à Rémi, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Et alors, il y a un autre truc que je trouve. Je devais rappeler. Je devais rappeler. Et ça concerne que moi, en fait. L'idée, c'est pas de mentir. Hein. C'est pas de dire c'est personnel. Ou voilà, écoutez, je devais rappeler aujourd'hui Arnaud à 14h. Je suis un petit peu en retard d'ailleurs. Tiens, si vous pouvez me le passer. Oui. Évidemment, plus c'est naturel, plus. Et puis, il y a un autre truc que je trouve très intéressant. Ça, je l'ai découvert. Enfin, je l'ai découvert. Vous allez même jusqu'à faire sortir la personne de sa zone de compétence. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous sortez des termes un peu techniques à cette personne, et là, elle est perdue. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut dépasser son seuil de compétences. Dire, je l'appelle concernant la mise en place de la certification Calliope de votre entreprise, par exemple. Donc quelque chose qui fasse que, ça doit être grave, donc je vous le passe. Et pas, je l'appelle pour prendre un rendez-vous, je l'appelle pour présenter ma boîte, évidemment. En allant un petit peu plus loin, ce livre, vous le destinez à qui? Évidemment aux commerciaux, à ceux que vous accompagnez, qui vous posent des questions. Mais j'ai quand même le sentiment que ça peut servir à plein d'autres personnes, ce livre. C'est pour ça que je l'ai appelé Achetez-moi. C'est qu'on doit toujours se faire acheter, quels que soient les univers dans lesquels on est. Et comment tout vendre et se vendre, c'est que, notamment pour un recrutement, il faut savoir se vendre, il faut savoir préparer ce rendez-vous, préparer les bonnes questions, notamment des postes de commerciaux. Le recruteur, il va être sensible à votre qualité de questionnement, d'écoute, à ce que vous avez fait avant, est-ce que vous avez préparé le rendez-vous, est-ce que vous êtes renseigné sur l'entreprise. Et ça, il va le voir. Oui, c'est ça. Donc, c'est la même chose. On doit se vendre soi. Donc ce livre, il est fait vraiment pour les gens qui veulent changer de métier ou pour les gens qui ont quelque chose à vendre. En fait, ce que vous nous racontez dans votre livre, c'est la rigueur que vous êtes imposée, vous l'auteur, dans votre carrière professionnelle. Parce que finalement, vous racontez des trucs, des techniques, bien sûr, mais j'ai le sentiment que chez vous, il y a beaucoup de rigueur professionnelle. Oui, parce que la vente, c'est un ensemble de méthodes. Mais c'est des méthodes qui sont là pour se faciliter la vie et se donner du confort dans notre quotidien. Donc quand on applique les méthodes, on se rend compte que ça fonctionne mieux
Et moi, ma grand-mère m'appelait, toi, tu es le partisan du moindre effort. Bah, si je peux faire moins d'efforts, si je peux poser moins de questions, si je peux gagner du temps sur mes conclusions de deal, eh ben, évidemment, je vais mettre en place une certaine rigueur. Vous reconnaissez qu'à travers ce livre, il y a beaucoup de choses pratiques, de conseils très utiles. Ça vous sera utile, hein, c'est vraiment un vadémécum très très utile. Vous n'êtes pas dans une science parfaite, hein, Jean-Pascal. Il faut avoir beaucoup de modestie, vous le dites. Hein, bien sûr, bien sûr. Ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, la personne ne vous passe pas le patron, même avec les méthodes de Jean-Pascal Mollet. Hein. Évidemment, si moi j'avais la méthode pour tout vendre à tout le monde, je ne sais pas si je serais ici. Hein. J'aurais peut-être Bill Gates ou Elon Musk. Et allez savoir, peut-être que vous seriez en visio des États-Unis. Peut-être. Yeah, I know, how are you? Mais vous, pour finir, vous êtes un coach, un coach heureux, épanoui. D'abord, est-ce que vous avez été un commercial heureux et épanoui? Et pourquoi vous avez basculé finalement dans l'accompagnement et le coaching? Parce que vous avez envie de transmettre, de donner? Moi, je dis souvent que je ne suis pas forcément le meilleur vendeur, mais en tous les cas, je suis le plus passionné. C'est-à-dire que même quand je suis en vacances, je lis des bouquins sur la vente. Et moi, ça fait 16 ans que je fais ce métier d'accompagner les entreprises, mais après un parcours commercial. Et oui, j'adore la vente, c'est passionnant parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, parce que chaque client est différent, parce que chaque interlocuteur est différent. Et c'est ça qui est passionnant. Et quand on réussit à se mettre d'accord, et puis on a envie de vendre quelque chose, et puis la personne dit en face oui, j'achète. Il y a de l'adrénaline. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais commercial, je comptais mon chiffre d'affaires, etc. Il y a du défi, en fait. Oui, bien sûr. C'est Arthur H. et le tennis. Vous réussissez avec vos bras, vos jambes, votre tête, à convaincre quelqu'un de signer en bas d'une feuille. C'est ça, c'est ça. Merci Jean-Pascal Mollet. C'est toujours un plaisir. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes souvent venu dans notre émission depuis 2 ans. Je voulais vous remercier. Vous serez là, vous pourrez revenir évidemment. La porte est grande ouverte. Merci d'être venu dans Smart Job. Belles vacances. Belles vacances, Arnaud. De ceux qui posaient le téléphone ou qui continuent à bosser pendant les vacances, vous 24, 7 jours sur 7. Ouais, jusqu'au bout, quoi. Quand on est entrepreneur, c'est compliqué de lâcher, je trouve. Jusqu'au bout. Jean-Pascal Mollet, comment tout vendre et se vendre. Achetez-moi. Achetez donc le livre. Donc sur Amazon. C'est Amazon. L'exclusivité sur Amazon. Voilà, vous êtes devenu votre propre éditeur. C'est ça. Merci Jean-Pascal, belles vacances à vous. Et dans quelques semaines maintenant, on fait une courte pause. Vous connaissez la formule, ce sont les experts de Smart Job dans le cercle RH. Il y a beaucoup de choses. Il y a le projet de loi pouvoir d'achat, il y a aussi le projet de loi de finances rectificatif sur la défiscalisation des heures sup. Il y a les TPE, PME qui ont de grosses difficultés à recruter. Et puis la grande démission, elle était aux États-Unis. Elle est en train d'arriver ici en Europe et en France. On en parle avec nos experts, les experts de Smart Job, juste après la pause. Le cercle RH et les experts de Smart Job, comme chaque vendredi pour balayer l'actualité. Alors avec un focus évidemment autour de ce projet de loi pouvoir d'achat, c'est compliqué, c'est lent, les débats traînent, mais il y a quand même cette idée d'améliorer la situation des salariés. Et puis on parlera des TPE, PME qui ont beaucoup de mal à recruter et de la grande démission, le spectre de la grande démission qui arrive en Europe. Qui frappe là réellement l'Europe et la France. On en parle avec mes invités qui sont un petit peu des habitués de l'émission, on peut le dire là très franchement. Marine Balançard, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale du cabinet Harris et Al et vous travaillez sur la décision. Rappelez-nous le titre de votre livre, j'espère qu'on va le voir. Décider, ça se travaille. On ne n'est pas bon décideur, on le devient. On travaille sur la décision sous toutes ses coutures. On le voit, édition Erol. Et vous écrivez beaucoup dans des papiers, des chroniques dans la presse. L'Obs. Et l'Obs. Olivia Copin, bonjour Olivia. Bonjour. Fondatrice Juste Business, enseignante au CELSA. Merci d'être là. Vous faites partie de ce trio magique avec Jean-Michel Garrigue, évidemment. Directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Bonjour Arnaud. Bonjour, ravi d'être avec vous. Alors là, Smart Job, emploi, travail, salaire et pouvoir d'achat, le débat à l'Assemblée, avec plusieurs sujets. Alors c'est très intéressant parce que ça a été des débats qui ont été portés en commission sur la défiscalisation des heures supplémentaires et le paiement des RTT, puisque c'est un vrai sujet. Mais, le législateur a dit, attendez, c'est pas du tout dans le texte pouvoir d'achat, ça sera dans le projet de loi de finances rectificatif, parce que ça aurait une incidence sur les finances publiques, ça va sans dire. Comment vous regardez, avant de parler de ces deux sujets qui sont très précis, ce débat pouvoir d'achat? Parce que ce qui est posé dans l'hémicycle, quand même, avec la femme de ménage, députée, qui a interpellé, vous avez vu les députés Renaissance en disant, mais est-ce que vous avez déjà été payé dans votre vie 800 € en blaguant, elle a dit pas par jour mais par mois. Enfin, il y a quand même un rapport au travail sur qu'est-ce que le travail. Comment vous le ressentez?
Les débats à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat sont pertinents puisqu'il y a un véritable sujet. C'était le cas c'était dans les débats de la campagne présidentielle, mais c'est bien antérieur en fait. Ça date du premier mandat d'Emmanuel Macron qui avait fait pas mal progresser le pouvoir d'achat. Et là se rajoutent en fait aux problèmes structurels intérieurs des problèmes géopolitiques. Et en fait, ça paraît un petit peu incroyable que la France essaye, avec ses petits bras, de prendre des mesurettes pour contrer une crise mondiale sur l'énergie. Et de changement de modèle, d'ailleurs. De changement de modèle. Et donc, on a l'impression qu'on met des petits pansements ou des petites rustines sur des problèmes de fond qui sont que... Donc, pour vous, ce n'est pas conjoncturel, mais c'est structurel. Et donc, tout ça va continuer à s'aggraver. Et puis, on ne parle pas des vrais sujets qui seraient la réindustrialisation de la France. En fait, on met des petites rustines et j'ai l'impression qu'on fait croire qu'on va qu'on va se sauver nous-mêmes, alors que la conjoncture est extrêmement dégradée et qu'il faudrait des mesures de fond. Rustine ou pas, défiscalisation, paiement des RTT, parce que c'est des débats assez techniques sur les cotisations patronales, on va en parler, mais c'est aussi un rapport au travail, on le voit dans l'hémicycle, certains disent on veut des augmentations de salaire, et d'autres disent surtout pas, on fera des primes. Dans tout ça bien bordé dans le temps, enfin, ça pose un vrai sujet là autour de la question du travail. Oui, complètement. En fait, la question, c'est est-ce qu'on construit l'économie de demain avec les outils d'hier ? Parce que ce qu'on propose aux gens, c'est quelque part travailler plus pour gagner plus. Mais en fait, il faut passer de la société du plus à la société du mieux. Je pense que les gens n'ont pas envie de travailler plus. Déjà, on a du mal à recruter dans beaucoup de secteurs. Ils ont envie de travailler mieux. Et puis, pour gagner plus, mais pour faire quoi ? Comme le disait justement Marine, il y a quand même une crise de l'énergie. Donc, on va travailler plus pour arriver à payer ces factures énergétiques. On voit bien qu'on est quand même dans la limite d'un modèle. Mais c'est presque une impasse intellectuelle. Et donc, du coup, voilà, il faudra avoir vraiment une réponse beaucoup plus, je dirais, conceptuelle, stratégique, avec une hauteur de vue un peu plus grande. Là, on est dans l'urgence, alors qu'il faut penser le temps long, en fait. Oui, c'est un peu mais ça, le temps long, ça se prépare aussi aujourd'hui. Donc, c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre ces mesurettes qui... Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Garrigue ? Parce que les heures sup défiscalisées, ça c'était un vieux débat, parce que Macron les met en place, Hollande les supprime, et Macron coupe la poire en deux. Et là, on est rendu à se dire, il faut défiscaliser, on va encore mettre des barèmes, et on parle du rachat de RTT. Bon, c'est un peu la fin des 35 heures, tout ça, en fait. C'est un peu ça l'idée, quand même. Mais il faut oublier une chose, c'est que le président Macron a été, est la victime aujourd'hui de ce qu'il n'a pas vu venir lors de son précédent quinquennat. Il est, je dis ça d'ailleurs sans irrespect, il est traumatisé par la crise des Gilets jaunes, qu'il n'a pas vu venir. Où il s'est rendu compte que peu, pour beaucoup, pouvait être important pour la majorité. Regardons les heures supplémentaires défiscalisées du temps de Nicolas Sarkozy. Ça représente quoi ? Dans le meilleur des cas, 500 € par an. C'est ça. 45 € par mois. Oui, parce que l'entreprise ne peut pas donner 1000 € d'heures sup tous les mois. Faut pas... On se dit, comme ça, 45 € par mois. Mais c'est un symbole. Mais pour beaucoup de gens, important. On le voit bien avec le prix de l'essence, c'est extrêmement important. Le souci d'Emmanuel Macron, je ne critique pas du tout sa politique, c'est juste une réflexion factuelle, son passé fait qu'il n'est pas sensible aux signaux faibles. Oui. Et donc, quelqu'un qui a eu une enfance aisée, qui a travaillé chez Rothschild, etc. Et je ne dis pas ça du tout sans irrespect. Un peu déconnecté, quoi. Il est complètement déconnecté de la vision du quotidien besogneux et nécessaire. D'où l'interpellation de cette députée dans l'hémicycle, qui dit, mais vous savez ce que c'est que gagner 800 € par mois. Vous avez vu d'ailleurs cette anecdote riante, si je puis dire, souriante, c'est que cette députée a été interpellée par une autre qui lui dit, mais vous n'êtes pas la seule à être une femme de ménage, etc. Parce qu'il y en a une deuxième. Qui s'est révélée à l'occasion de cette prise de parole. C'est exact. Donc, en fait, quand on parle de montants qui apparaissent dans l'absolu comme étant relativement mesurés, 45 € par mois, etc. Mais Rustine, où vous dites, après tout, c'est quand même pas mal de le faire. Est-ce qu'on est dans un truc on colmate, où vous dites, pour certains salariés, ça leur est utile, c'est même un symbole fort, parce que le gouvernement montre qu'il s'intéresse à eux? Aujourd'hui, je pense que pour un nombre significatif de Français, chaque euro donné en plus pour son pouvoir d'achat est un euro important.
les classes moyennes et supérieures, et une fois encore, je dis ça sans jugement, peuvent considérer que voilà, on est un peu loin de ça. Les 500 € par an des heures supplémentaires défiscalisées, pour un nombre significatif de gens, c'est quelque chose d'important. Donc, je partage tout à fait l'avis d'Olivia, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité à s'éloigner du quotidien pour imaginer une politique dans les années à venir qui soit une politique significative et intéressante, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans le quotidien de la consommation des Français, 500 € par an, c'est très important. On va parler des TPE, des PME, parce que ça fait écho. Le débat dans l'hémicycle sur le pouvoir d'achat, c'est ce que vous évoquiez. Au même moment, on a des TPE, PME qui disent on n'arrive pas à recruter. Et puis on a cette petite phrase d'Emmanuel Macron du 14 juillet. Dans le sujet et dans la thématique de notre émission, elle est intéressante. Quand il parle de l'hôtellerie-restauration qui n'arrive pas à recruter, il dit mais attendez, si c'est pour faire un autre métier, moi ça me va, on change de métier. Mais si c'est pour partir à Pôle emploi et se faire payer par la collectivité alors que les autres travaillent, qui revient à lancer un peu l'idée des salariés qui n'ont plus trop envie d'aller au boulot et qui ont plutôt envie de récupérer des aides sociales. Elle vous a heurté ou vous dites qu'il a peut-être pas tort, Emmanuel Macron ? C'est vrai qu'il y a un problème. On la voit la phrase d'ailleurs. Oui, à un certain niveau de salaire, il y a effectivement un problème. C'est-à-dire que ça coûte plus cher aux employés d'aller travailler parce qu'ils doivent payer des gardes d'enfants. Ils doivent payer des dépenses donc ils restent de chez eux. gasoil. Et donc, en fait, ils travaillent un petit peu pour le système. Et puis, ils s'arrêtent dès que possible parce que faire garder des enfants coûte une fortune. Donc, effectivement, il y a ces fameux seuils, mais qui sont très connus. Et très, mais il a raison, Emmanuel Macron. Il a raison, mais ce n'est pas eux il a qui raison. faut stigmatiser. Ouais. Mais il a raison, mais c'est très marginal. Et ce n'est pas ces personnes-là qu'il faut stigmatiser. Le coût du travail... En fait, une entreprise, quand un employé reçoit 100, l'entreprise, ça lui a coûté 218 ou 220 €. On a le coût du travail le plus élevé d'Europe. C'est vrai. Il y a un problème de personne ne réforme. remet en question d'ailleurs le débat sur les cotisations, sauf que sur la défiscalisation des heures sup et des RTT, vous avez vu que la CPME et le MEDEF vont très loin. Ils disent qu'il faut défiscaliser de cotisations patronales et sociales, puisque certaines heures sup sont déjà défiscalisées sur le social. Il faut aller au bout, il faut retirer les charges. Se repose aussi le débat de notre coût de travail, à travers tout le débat qu'on a sur le pouvoir d'achat. Je ne sais pas, Jean-Michel Garrigue, Olivia Copin, qui veut... Allez-y. En fait, on se rend compte que les secteurs d'activité, par exemple dans lesquels la crise de l'emploi est une crise majeure, il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Clairement. Quelle est la caractéristique de ces secteurs ? Pour l'essentiel, ce sont des secteurs qui imposent des sujétions liées à l'emploi. Des horaires de travail décalés, des rémunérations souvent un peu faibles, etc. Ce qu'a appris la période de la pandémie, de la Covid, des confinements, c'est que ces salariés, on va dire, très opérationnels, très, comment dirais-je, en lien avec l'activité de l'entreprise, se sont rendus compte qu'il y avait une autre vie que celle qu'ils connaissaient depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Je connais... C'est pas la flamme sur la caverne, ils ont vu le vrai ciel en fait. C'est Platon, il y a de ça. Je connais beaucoup de gens dans le monde du BTP, dans le monde de ce qu'on appelle les CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Eh bien, ils ont tiré la prise. Mais même des restaurants de très grande qualité, des étoilés Michelin, etc., qui n'arrivent pas à trouver des collaborateurs, qui disent nous, on ne veut plus travailler le soir, la nuit, le week-end, etc., etc. Et donc, ce qui était auparavant des compléments de revenus, c'est-à-dire des gens... Alors, il y avait les gens qui travaillaient à temps plein, puis il y avait tous les gens qui trouvaient des compléments de revenus à temps partiel pour faire des équipes qui se complétaient sur un nombre d'heures convenu au départ et qui permettaient d'assurer des services en permanence. Le nombre de restaurants, allez voir sur les réseaux sociaux, mais je peux vous en donner des exemples, qui ouvraient par exemple 7 jours sur 7. Ils ferment. Ils ferment maintenant 1 ou 2 jours par semaine parce qu'ils ne trouvent plus de personnel. Olivia Copin, c'est vous qui avez fait le lien en fait entre cette espèce d'esprit où on n'arrive pas à recruter, les gens ne veulent plus aller bosser. Oui, parce que déjà que les gens ne veulent pas travailler, alors pourquoi ils voudraient travailler plus? Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... En fait, on est vraiment dans un décalage. On prend des outils d'hier pour répondre en fait, à des problématiques qui sont complètement... je pense que la question n'est pas du tout là. En fait, je pense que dans la hiérarchie des valeurs aujourd'hui, le bien-être est passé devant le travail. Donc du coup, les salariés, ce qu'ils veulent, c'est pas travailler plus. Déjà, ils veulent travailler dignement.
Donc, ils vont pas... Ou différemment. Ou différemment. Ouais. Alors déjà dignement, c'est-à-dire déjà par rapport à ce que je travaille, est-ce que je peux avoir un salaire digne? Je ne vais pas travailler encore plus pour 2-3, alors même si je suis d'accord, chaque euro compte. Mais quand c'est même, vrai. la question de la dignité, elle est importante. Ensuite, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Donc la restauration est un très bon exemple. On a beau augmenter les rémunérations, pour autant, les personnes ne veulent pas prendre les postes. Les chiffres TPE, PME, note de conjoncture de CPME. Donc, il était sur notre plateau avant-hier, le président de la CPME. Ces chiffres sont assez atterrants. 51% des dirigeants interrogés cherchent à embaucher. 94% d'entre eux éprouvent des difficultés à recruter des profils. Ça, on reste en fait sur tous les débats qu'on a eu depuis presque un an ensemble. Et 24% des dirigeants sont confrontés à un turnover important. C'est intéressant parce que le chiffre 94, on le sait, mais en plus, il y a du turnover. C'est-à-dire que les gens viennent bosser et s'en vont. C'est quoi les ferments de cette espèce d'instabilité permanente? Mais que les TPE, PME aient du mal à recruter, elles ont toujours eu du mal à recruter. C'est vrai. Et on a vu ensemble un sondage sorti Grandes Écoles où veulent travailler les jeunes diplômés. vrai. C'est chez L'Oréal, chez Google, pas dans les Ouais, TPE, c'est PME. vrai. Donc on avait stigmatisé un petit peu un manque d'imagination de ces jeunes diplômés ou un manque de prise de risque. Ou parfois un manque de marque employeur aussi de certaines entreprises. Il y a peut-être aussi un travail à faire. Et puis c'est Les deux, mon capitaine, non? Puis c'est des questions fermées. C'est-à-dire, on vous donnait une liste Oui, d'entreprises voilà. et on vous disait où voulez-vous travailler. Il y avait un petit problème de méthode dans le sondage. Non, mais il y avait de la méthode, mais on parlait les des cafés TPE, restauration. PME, Ils ont des efforts à faire quand même pour donner envie de venir chez eux. Mais regardez les offres d'emploi, Arnaud, 10 € de l'heure. Moi, j'ai regardé les offres d'emploi pour travailler dans un café, 10 € de l'heure. Voilà. C'est Donc, même pas, c'est le prix d'une femme de ménage, hein, si je m'autorise. 10 € de l'heure, C'est ça. Même moins. Même moi. D'accord. C'est vrai que c'est pas Voilà. motivant. Donc, on dit qu'ils ont augmenté leur salaire. Moi, regardez les petites annonces. Hein. Et effectivement, Donc, il y en a des il y millions. a, il y a quoi? Il y a un trompe-l'œil aussi sur les salaires parce qu'on nous dit attendez, il y a des Non, mais- NAO, tout a augmenté, les salariés, les Non, mais chiffres de les l'INSEE. charges sociales sont Mais c'est énormes. mais c'est une question de statut social global et c'est en lien avec un des sujets qu'on va aborder sur la grande La grande démission, mais etc. les trois se tiennent en fait. Mais bien Les sûr. trois se tiennent absolument. Pourquoi les chiffres en France sont moins importants que les chiffres dans le pays anglo-saxon? Parce que dans le pays anglo-saxon, vous n'avez pas de protection. C'est-à-dire qu'on vous dit à 14h, vous finissez à 18h. On vous donne un carton avec vos affaires personnelles. Et on doit trouver vous un boulot. partez. Pourquoi voudriez-vous que dans l'autre sens, le salarié ait une vision différente du rapport avec l'emploi? En France, on est dans une fois encore, C'est notre modèle social. On est dans la protection, le statut collectif, l'assurance chômage, les aides, la retraite. Vous dites la vérité est au milieu etc. entre le modèle. Non, je dis simplement qu'on réfléchit peut-être un peu plus parce qu'on a un statut collectif global qui est extrêmement prégnant en France. Une fois encore, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Et protecteur. C'est juste un constat. Dans les pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves, etc., vous n'êtes plus rien si vous n'avez plus d'emploi. Ça joue en faveur de l'employeur, mais quand la conjoncture Oui, le marché se tourne, fluidifie. se retourne là, eh bien ça joue en faveur du salarié. Pourquoi voulez-vous que le salarié ne dise pas à son employeur je m'arrête ce soir quand l'employeur peut le faire? En France, les préavis, les protections sociales, les assurances chômage, etc., on est forcément à la fois, on devrait être moins craintif parce qu'on a derrière de quoi subvenir, mais de notre côté, on est habitué à une protection collective qu'on ne connaît pas du tout dans ces Oui, pays-là. vous en pensez quoi, Olivia Copin? Parce que même le président Macron a évoqué une deuxième réforme, vous avez vu, là, et c'est dans les tuyaux, il y a eu cette réforme dont les décrets sont arrivés, et une deuxième réforme de l'assurance chômage, où globalement il dit, il faut aller un peu plus loin maintenant, quoi. Il faut serrer un peu plus la vis. Alors oui, alors quand même, je note qu'aux États-Unis, qui est quand même le pays de la grande démission, Bah oui, il y on a va lancer le absolument sujet. aucun droit au chômage, les gens n'ont absolument pas le droit. Et pour 15 jours pour certaines entreprises, parfois on a 15 Voilà. jours en fonction de... Après, bon, c'est vrai que le marché est plus souple, il y a moins de contraintes, donc on retrouve aussi peut-être plus facilement un travail. Je pense que c'est vraiment une crise. C'est une crise de la reconnaissance et du sens, c'est-à-dire à quoi sert mon travail et comment je suis reconnue dans ce travail. Par Crise exemple, mondiale d'ailleurs, hein, quand oui. on voit les chiffres de la grande démission. Mais par exemple, les métiers du service, de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont payés gracieusement aussi grâce au pourboire. Enfin, le métier de serveur aux États-Unis est beaucoup plus Ouais, valorisé c'est vrai. qu'en France. Donc, c'est une question d'être reconnu. Et effectivement, bon, l'argent, c'est un des vecteurs de Ouais, puis c'est la reconnaissance d'un euh, métier, d'un Mais statut. si, la reconnaissance sociale, et ça parle de l'école, c'est-à-dire de ne pas dire ceux qui font des études, c'est des gens intelligents. Puis c'est des tu
toi, tu finiras serveur parce que c'est une mauvaise Si note. tu n'as pas fait d'études, bah, tu es nul et puis tu es serveur. Enfin, Exactement. je ne sais pas si vous avez déjà fait des jobs d'été. Moi, j'en ai fait dans le service ou dans la vente. Je peux vous dire que vous êtes traité, vous êtes en bas de l'échelle de la société. Donc, il y a tous. Et c'est pour ça que ces métiers ne sont pas attractifs aujourd'hui. Marine Balançard, ce chiffre, je ne voulais pas l'oublier parce que dans les difficultés de recrutement des TPME, PME, il y a 74% l'absence de candidats. Bon, ça, on en a évoqué. Mais ce qui est très intéressant, et ça rejoint ce qu'on se dit, c'est 47% le manque de compétences. C'est-à-dire que la grande réforme dont on parlait tout à l'heure du temps long, c'est aussi de remettre à plat notre modèle éducatif. Juste d'un mot pour parler de la grande démission. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui vous disent, moi je reçois des collaborateurs qui savent à peine écrire. Et ils ont pourtant fait 10 ans d'études, ils sont allés pour certains presque jusqu'au bac. Et globalement, ils n'arrivent pas à faire un courrier sans faute de syntaxe. C'est très inquiétant, Marine. Oui, mais les classements de la France dans l'éducation sont catastrophiques. Non, mais notre modèle est malade. Donc, pour aller un peu loin dans notre histoire, là. Mais tout est malade. Les professeurs sont malades, les élèves sont malades, l'enseignement supérieur est malade. Quel paysage sombre de la société, quand même. On va dans le mur, mais en klaxonnant. Oui, c'est ça. On est assez content de nous-mêmes, quand même. Exactement. Marine. Non, je ne dirais pas qu'on est content de nous-mêmes. Enfin, tout le monde est très inquiet. Plus la gronde sociale. Enfin, moi, j'ai entendu cette année des parents qui ne veulent pas mettre leurs enfants à l'université de peur des grèves dès le mois de septembre-octobre. Donc, il y a quand même un énorme problème de confiance générale. Et 70% des Français ont peur des autres. Les Français ont peur des autres Français, 70%. Ipsos. On termine avec ce chiffre parce que je vois qu'on a un peu le temps d'en parler. 30%, ça c'est un chiffre effectivement assez éloquent. 30% des salariés interrogés, Italie, France, Allemagne, Angleterre, sont susceptibles de quitter leur emploi dans l'année. On a parlé de la grande démission en France, alors le chiffre était de 9% de mémoire, donc c'était pas... Mais là, on voit quand même qu'on est au-delà des 9, c'est 30. Donc il y a un phénomène européen où le niveau des salaires est trop bas, où le rapport au travail et d'évaluer, démonétiser, c'est quoi le... C'est vraiment un alignement des planètes avec une crise structurelle économique, vraiment du niveau des salaires nivelés par le bas. Et puis aussi une crise de sens, toujours, mais liée aussi en fait à l'effondrement du monde tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire le Covid, la guerre en Ukraine, aujourd'hui c'est les incendies. J'ai envie de dire bel été à tout le monde. Voilà, donc, mais alors pas forcément parce qu'il y a une forme de résilience si on peut trouver un rebond, mais du coup forcément ça a désordonné notre hiérarchie des priorités de nos vies. Ouais. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va vivre dans un monde horrible, ça veut juste dire qu'aujourd'hui mon travail n'est pas le centre de ma vie, comme la consommation ne va pas pouvoir être le centre. Je ne veux pas créer de polémique et qu'on s'engueule, mais j'entendais Jean-Michel Garry qui me disait que c'était un peu notre modèle social et qui en était le responsable. C'est une espèce d'aisance, de facilité à pouvoir profiter, effectivement, qui parfois peut être un élément négatif. Mais juste aux États-Unis, pour le coup, il n'y a pas ce matelas social. On est d'accord. Non, mais c'est quand même les champions de la grande émission. Et juste, je voulais rajouter aussi, il y a un phénomène qui est très intéressant qui vient des États-Unis. Ils appellent ça la stay interview. C'est-à-dire qu'en fait, on fait plus d'entretiens annuels pour faire un peu le bilan. On va faire des entretiens pour inciter les personnes à rester. C'est-à-dire j'ai vu ça, la stay interview. Est-ce que tu te sens bien dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu surtout par pas, quoi. Voilà. Donc, et ça, c'est bon, pourquoi pas. Il y a peut-être des outils pour essayer de retenir les gens. Grande démission qui touche l'Europe, tous les pays d'Europe, les pays développés de l'Europe. Alors, grande démission, quand on regarde dans le détail, en fait, ça touche essentiellement les gens qui ont un très bas salaire. Oui. Ça touche les gens qui ont des mauvais managers. Et ça touche des gens qui n'ont pas de perspective de business. Ça fait du monde. Donc en fait, on est très très loin, si on regarde le détail des études, du cadre sup qui veut se lancer dans la boulangerie ou la fromagerie. C'est pas du tout ça, la grande démission. Oui. Donc il y a vraiment... Et d'ailleurs, si vous regardez les préoccupations des Français, le premier critère pour le choix d'un boulot, c'est le salaire. Ça reste le salaire. Ça reste la localisation de l'entreprise. Avec le sens qui talonne derrière. Mais c'est le salaire en tête. Et en fait, dans toutes les entreprises qui ont du sens, les entreprises à mission ou les entreprises du développement solidaire, les gens se retrouvent à se dire je sers une entreprise qui a du sens et ils s'esclavagisent en fait. Ça justifie qu'ils soient mal payés, qu'ils fassent plus d'heures. C'est vrai que dans certains secteurs, les gens l'acceptent. Il y a un énorme problème là-dessus. Donc, je suis sur la grande démission. Je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues et malgré tout, le sens reste un des critères. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est un des 3 ou 5 principaux critères de choix de mon travail. J'ai peur qu'on n'arrive pas à ensoleiller notre débat parce que le panorama est assez sombre, mais quand même, on évoquait la grogne sociale, il y a quand même un enjeu à travers, pour boucler notre débat sur le pouvoir d'achat. Le projet de loi, c'est quand même d'éviter qu'on ait en novembre une grogne sociale de l'ampleur des gilets jaunes et que la grogne soit telle que finalement le MEDEF,
et Renaissance soit obligé un peu à la va-vite d'augmenter les salaires. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quoi le juste équilibre là? Parce que les primes vont arriver. Mais il faut augmenter les salaires. D'accord, non mais je voulais vous entendre le dire. Il faut baisser les charges, il faut que l'État réduise sa folie de vouloir pallier son train de vie et aussi arrête de dire qu'il peut contrer l'ensemble de. Je vois les gros yeux de Jean-Michel Garrigue. Non, c'est pas les gros yeux. C'est le train de vie qui vous choque? Non, c'est pas du tout. Il n'y a pas eu de réforme de l'État. Ça, c'est clair. Voilà, Je partage tout à fait cet avis. Mais le souci, c'est que on commence à se rendre compte aujourd'hui. Rappelons-nous les discussions sur ce plateau il y a de nombreux mois. Où va s'arrêter la dépense publique? On est d'accord. Elle ne s'arrête pas. Évidemment, il faut augmenter les salaires. Les entreprises disent ben non, il faut nous aider, il faut nous accompagner. C'est bien sûr. On est tout à fait d'accord pour augmenter les salaires. Mais aidez-nous. Mais diminuer les charges. Tout à fait. Le débat revient sur la table. Et à ce moment-là, on va en être à 5, 10, 15, 20 milliards, etc. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va arriver un moment où on va nous dire... Ça va casser. On ne peut plus le faire. C'est exactement la situation dans laquelle se trouve un débiteur qui a accumulé des emprunts pendant des années. Il n'est plus en capacité de rembourser. Alors que vous soyez puissant ou misérable, votre traitement sera différent. Bien sûr, la France n'est pas prête d'être déclarée en cessation de paiement. Mais je pense aussi que d'avoir à la fois un discours de Bruno Le Maire, de Christine Lagarde, des autorités européennes en disant attention, la France, bon, elle a peut-être dépassé un peu la norme, etc. Le quoi qu'il en coûte, les taux remontent. Le quoi qu'il en coûte a eu des effets incontestablement positifs pendant la période de la pandémie. Là, on peut plus tenir. Mais il y a un moment, là, les mesures aujourd'hui qui sont mais elles ont des coûts, défiscalisation RTT, ça a un coût. 20 milliards par-ci, 20 milliards par-là, etc. Mais où va-t-on s'arrêter? Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'il y a un moment où il faut se dire... Votre analyse, c'est la peur, effectivement, du président Macron de se dire, comme j'ai peur de nouveau d'un embrasement, donc je dépense. Mais donc j'affaiblis le pays. Je ne vois pas comment on va l'éviter. D'ailleurs, Poutine a déclaré cette semaine que, du coup, un des objectifs de la guerre en Ukraine, c'était aussi de déstabiliser les économies européennes. Bien sûr. Pour installer des gouvernements populistes. Donc, de toute façon, on voit bien que l'objectif est là. Donc, c'est le deuxième effet de cette guerre en Ukraine, c'est la déstabilisation et les mouvements sociaux qui peuvent découler des difficultés économiques, puisqu'on n'a pas du tout évoqué le gaz, les énergies, qui vont venir évidemment gréver le pouvoir d'achat des Français. Je rappelle que c'est quand même Emmanuel Macron qui a mis les gilets jaunes sur les ronds-points, avec la taxe carbone. Des taxes carbone, des mesures absurdes des 80 km/h, ou de réduire les APL de 5 euros par... Et qui est une des personnalités préférées des Français. Mais la France, il est très haut, tout près de Yannick Noah. On a réveillé des forces qui n'auraient jamais dû être réveillées. Mot de la fin, Jean-Michel Garrigue, est-ce que c'est poli de faire ça? Le paradoxe de la France, c'est ça. C'est d'avoir à la fois un président qui a un taux important, je dirais, d'estime, et puis de l'autre côté... le président, sa popularité... diminue. Ouais, vraiment très basse, il a 37% là. Mais il ne faut pas se leurrer. Ce qu'on vit aujourd'hui au Parlement est une innovation qui n'a pas existé depuis des années. C'est du jamais. C'est-à-dire l'existence de véritables débats démocratiques, quelle que soit l'opinion que l'on ait. On discute de ce qui doit arriver et de ce sur quoi on peut se mettre d'accord. Et on négocie ce qui arrive à faire rarement à l'Assemblée. Et on voit d'ailleurs, aux grandes dames des gens, ça sera Marine Balançard, des députés de partis extrémistes abondés selon les sujets. On s'arrange. Mais bien entendu. Un mot, vous n'êtes pas d'accord, pour conclure. Oui, je sais plus ce que je voulais dire, mais on négocie, mais oui, c'est la culture du compromis, mais on négocie sur des mesurettes, c'est-à-dire... Sur les fameux sparadraps. On envoie des paillettes pour cacher le manque de réforme de fond, le manque de direction, le manque de vision. Et ça, c'est inquiétant pour Merci pour à tout le vous. monde. Dans la 4e République, il n'y a jamais eu de réforme de fond, parce qu'on passait son temps, quand dans la 3e République, à essayer de composer en permanence pour accoucher de réformettes. De réformettes, d'où la suppression de la 4e vers la 5e. 75% des jeunes jugent l'avenir effrayant. C'est du jamais vu. Écoutez, je leur dis bel été à tous. Profitez bien de vos vacances quand même, parce qu'on a quelques sujets qui nous attendent là à la rentrée, tant sur le temps court et la crise que sur le temps long. Transformation du travail, transformation écologique. Il y a beaucoup de sujets. Merci à vous trois d'être venus si régulièrement dans l'émission Smart Job et dans les experts chaque vendredi. Ça a toujours été un vrai plaisir de partager ces moments avec vous. Merci à Olivia Copin, fondatrice Juste Business. J'ai réussi à le dire, j'ai mis un peu de temps, enseignante au CELSA.
Elsa. Merci à Marine Balançard, directrice générale du cabinet Ariséal. Et merci à Jean-Michel Garrigue, cabinet BLB Associés, en charge des RH. Vous l'avez été vous-même pendant de longues années. Merci à vous trois. Vous revenez évidemment quand vous voulez. La porte est grande ouverte. Elle sera fermée après. Là, on est en vacances. C'est fini. Ne venez pas la semaine prochaine. Ça sera fermé. Merci à vous. Été, Arnaud. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler du gaming. On en parle beaucoup depuis quelques jours, qui est lui aussi un secteur assez méconnu, parce que c'est le e-sport et c'est le gaming, et il est très créateur d'emplois. On en parle avec notre invité. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle d'un secteur alors, qui est très intéressant, très connu, très pratiqué, mais comme ça un peu oublié comme ça des médias mainstream. On parle du gaming, qui est un secteur qui crée de l'emploi, qui est très dynamique, et on en parle avec Gilles Sénac. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes Business Development Manager chez HyperX. D'abord, quelques mots sur votre société qui a été créée, enfin la vôtre, celle dans laquelle vous travaillez, qui a été créée il y a 19 ans, c'est ça? Exactement. Vous faites quoi? Alors, pour vous le dire très brièvement, HyperX, donc, ça a été créé il y a 19 ans, comme vous l'avez rappelé là. C'est la marque de périphérique gaming d'HP. Alors, ce qu'on va fabriquer, c'est donc des claviers, des souris et également des tapis de souris. Et également des casques, excusez-moi. Ouais, pour lesquels Casque, clavier. Alors, attendez, il faut quand même préciser, parce que je ne suis pas un gamer, mais je connais un peu. Les claviers, c'est des claviers assez dingues quand même. Tout à fait, tout à fait. Renforcés. Vous avez toute une gamme de claviers. Ça peut aller du membrane jusqu'à des claviers mécaniques. Pour des joueurs dits plutôt confirmés qui souhaitent avoir un produit de compétition. Alors, we are all gamers, ça c'est votre slogan. On voit une explosion du nombre de joueurs. Et ça, vous le percevez, vous, évidemment, à travers HyperX. Comment ça se manifeste? Par les volumes d'achat? Comment ça se passe? Déjà, on peut déjà parler de ce qui s'est passé pendant le confinement. Le confinement a permis une augmentation des volumes considérables, avec des Français bloqués chez eux qui ont de plus en plus... là, ils étaient tranquilles. Hein. Exactement. Là, ils se posaient, ils avaient leur canapé ou leur fauteuil. C'est exactement ça. Et là, vous avez vraiment senti une demande plus forte? Exactement. Les volumes ont été vraiment beaucoup plus conséquents. Et ça s'est traduit donc par des volumes, comme je le disais, donc beaucoup plus conséquents, et sur les différentes plateformes pour lesquelles nous proposons des produits, PC, mais également console. Ouais, c'est vous, hein, on est d'accord, hein, c'est PC et console. Hein, exactement. C'est adapté aux deux. Un chiffre quand même, plus 10% d'augmentation du nombre croissant d'entreprises, plus 10 entre 2020 et 2021, soit 650 sociétés en France qui tournent autour de l'environnement, des jeux vidéo et de leur environnement. La France est plutôt pas mal située quand même dans ce secteur. Exactement. La France est en pointe, je dirais, dans plusieurs domaines. On peut parler d'e-sport avec des équipes qui ont un rayonnement international comme Team Vitality. Mais on peut également parler de la formation avec Gaming Campus, qui est le premier campus dédié au métier de l'industrie du jeu vidéo. Je pense que c'est pas mal de rappeler ça, avec une approche plutôt innovante, avec une pédagogie réellement adaptée à la réalité du marché. Mais sur des projets. Vous, Gilles, par rapport à ces fameuses équipes, parce que en fait, c'est une filière qui est en train de se structurer tant sur le plan industriel, mais elle se structure aussi sur le plan sportif. Vous l'évoquez, il y a des équipes professionnelles. Vous leur proposez du matériel particulier, un peu comme pour les joueurs de tennis, ils ont leur propre matériel parce qu'ils sont très exigeants. Exactement. Ça me permet justement de vous rappeler que chez HyperX, nous sponsorisons plus de 25 équipes e-sport. Donc des sportifs, les gamers, hein. Exactement. Ceux qui étaient à Bercy, par exemple, il y avait des... Alors, c'était pas pour le coup des gens qui étaient sponsorisés par nous, mais c'est un excellent événement qui prouve un petit peu l'engouement qu'on peut avoir pour le secteur, encore une fois. Et oui, comme vous l'avez rappelé, en termes d'équipement, oui, nous allons équiper des joueurs e-sportifs dans des équipes avec nos produits, donc des casques, mais également des claviers, également des souris, voilà, pour qu'ils puissent performer lors de leur compétition. Ouais, parce qu'il faut bien expliquer que c'est soit sur des manettes de jeu avec des palettes, soit c'est des souris qui doivent être ultra rapides. Donc c'est une technologie extrêmement fine et pointue pour ces joueurs de niveau. Il faut que ça déclenche très vite. Est-ce que vous avez galéré? Alors, en matière de recrutement, c'est l'entreprise qui recrute, la vôtre recrute. Elle n'a pas de plan de recrutement, mais je sais que vous recrutez. Et est-ce qu'il y a quand même aussi eu des difficultés sur les composants? Parce que c'est vrai que toutes les entreprises qui étaient liées aux composants, vous êtes liés aux composants. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de continuer à produire et de répondre à la demande?
nous arrivons à répondre à la demande actuelle. On peut dire qu'il y a eu un moment un petit peu compliqué, un petit peu comme pour toutes les entreprises du secteur, mais qui n'est pas lié uniquement, je dirais, au secteur du exclusivement du gaming, mais tous les secteurs qui étaient liés aux composants. l'électronique. Là, vous réussissez à fournir. Bien sûr. Oui. L'avenir d'Hyperix, c'est quoi? On l'a dit, il y a des possibilités d'intégrer vos entreprises. Il y a le sponsoring de ces joueurs. J'ai vu qu'il y a le PSG aussi, j'ai vu qu'il y a des grands clubs qui s'intéressent aussi à créer des teams. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi leurs exigences aux pros que vous sponsorisez? Ils ont besoin de quoi? Le clavier, ils ont des demandes particulières sur les souris. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Il faut réadapter le matos? Alors, on n'a pas besoin de réadapter le matériel que nous développons déjà, parce qu'il est développé justement en collaboration avec les équipes que nous sponsorisons. D'accord. C'est eux qui nous aident à développer ces produits-là. Et donc, le produit que nous allons mettre à disposition du consommateur final est aux exigences de ces équipes e-sport-là. Et en termes d'exigences, vous allez voir quoi? En clavier, c'est du clavier mécanique. En casque, un casque qui va leur permettre une très très belle immersion. Avec le micro. Exactement. Parce que le son est important pour pouvoir parler. Oui. Vous avez des perspectives, là, on voit que le marché est en train d'exploser. J'évoquais l'événement de Bercy, puis on voit vraiment le nombre de pratiquants. C'est quoi? C'est infini, là, le développement. Vous êtes au début d'un développement incroyable, non? Exactement. En termes d'ambition, je pense qu'on est qu'aux prémices de ce qu'on va pouvoir faire sur ce secteur qui est en pleine expansion, avec des perspectives de croissance. Je peux en penser au streaming. Actuellement, on le voit, qui est en plein boom. Sur lequel on va pouvoir encore faire de belles croissances. Ça veut dire, Gilles Sénac, que vos développeurs, et j'imagine que vous n'allez pas nous livrer vos secrets, mais que tous les R&D, tous les développeurs de chez vous commencent déjà à penser au gaming de demain? Exactement. C'est ça, hein. Il ne faut pas rater le virage. Hein. Exactement. C'est fait aujourd'hui, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on travaille dessus. C'est-à-dire que depuis pas mal de temps, on travaille aux solutions qu'on ne va pas pouvoir proposer sur les prochaines années. C'est un secteur qui évolue très rapidement, sur lequel il faut savoir s'adapter. Ouais, il faut toujours être à la pointe. Quelques mots, le métaverse, le gaming, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous êtes en train de travailler? Parce qu'on voit qu'il y a une poussée du métaverse, et certains disent, mais après tout, tiens, pourquoi pas commencer à faire des matchs de foot dans le métaverse? Est-ce que tous ces sujets-là, vous les avez en réflexion? Chez HP, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est des sujets qui sont absolument en réflexion chez nous, parce que c'est quelque chose que nos clients nous demandent, c'est quelque chose que le consommateur commence à regarder et qui sont tout à fait déjà en réflexion. Même plus qu'en réflexion, c'est des solutions que nous proposons déjà pour certains de nos clients. Votre public, c'est surtout des ados, mais je me suis laissé dire qu'il y avait aussi un public de jeunes adultes, même d'adultes. C'est vrai ça? Il n'y a pas que des gamins, quoi. Mais vous l'avez rappelé au début de l'interview, We All Gamers, c'est notre tagline. Nous sommes tous gamers. C'est ce qu'on dit chez Hyperix. De 7 à 77 ans, comme Tintin, quoi. Exactement, c'est ça. Donc, ouais, on a le gamer jeune, mais on a également des gamers beaucoup plus âgés. Donc, tout le monde joue. En France, pour le rappeler, c'est combien? C'est presque un Français sur deux qui joue. Attention, c'est comme l'alcool à consommer avec modération. L'idée, c'est pas passer ses nuits non plus devant la console et de bouffer sa vie, parce que c'est aussi un vrai sujet. Merci Gilles Sénac d'être venu nous éclairer sur à la fois le gaming et puis sur les enjeux technologiques que vous portez. Business Development Manager chez Hyperix, avec 25 équipes sponsorisées de sportifs. Aujourd'hui, ce sont des sportifs de haut niveau. Ils s'entraînent, ils font des footings. Il faut être à la pointe pour faire ce sport si particulier. Merci à vous. Merci à vous tous. C'est la dernière émission de la saison. Je voulais remercier et prendre un tout petit peu de temps pour remercier tout le monde. Merci aujourd'hui à Ulysse qui nous a accompagné une bonne partie de la semaine à la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci évidemment à Fanny Griesmer. Merci à Lily qui nous a accompagnés pendant 6 mois. Puis je voulais faire un petit clin d'œil à toutes les maquilleuses. Je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais je pense évidemment à Laure, je pense évidemment à Colline, je pense à quelques autres, à Alice, à Morgane, et je ne peux pas toutes les citer, qui nous ont fait beau pendant toute l'année, qui nous ont maquillés. Puis merci à toutes les équipes techniques qui sont derrière, au-dessus, les programmateurs de Bismart et Aurélie Planex, la directrice de la rédaction. Voilà, le tour est complet. Belles vacances à vous. Profitez bien. Attention aux coups de soleil. Et puis on sera là, nous, le 29 août, fidèles au poste pour de nouveaux rendez-vous de Smart Job. Merci à vous. Merci pour votre fidélité et je vous dis très belles vacances. Bye bye.